Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Alors, dans 15 ans, c'est loin, mais je vois un nouveau rapport au travail, une nouvelle écologie du travail avec des personnes qui ont appris à ralentir, à faire des pauses, à s'écouter pour vraiment se préserver. Le burn-out est un sujet d'actualité. Mais sais-tu réellement en quoi il consiste et quels sont les signes qui te permettent de le repérer chez toi et chez les autres ? Et sais-tu que le burn-out est un messager ? Il parle de notre société, de notre rapport au travail. Sandra Boré est coach et formatrice. Elle partage les clés de la connaissance et reconnaissance du burn-out et d'une stress défense pratique, ludique et pleine de jeu. C'est le super combo de la physiologie et du coaching qui lui permet de proposer une prévention globale pour préserver ton énergie et ton écologie. Elle accompagne plus spécifiquement les profils neuroatypiques et notamment ceux qui découvrent leur fonctionnement différent à travers un ou plusieurs burn-out. Le burn-out est un révélateur de nos manières de travailler, de notre course après le temps. Il appelle à travailler différemment et à apprendre à s'écouter. Il propose aux managers d'être en conscience des risques pour pouvoir le repérer et de montrer eux-mêmes l'exemple. Il est partie prenante de la mutation du monde du travail actuel. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec l'interview passionnante de Sandra. Bonjour Sandra, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Bonjour Laure, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Sandra, déjà, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Sandra Boré d'Effervescience. Je suis scientifique à la base. J'ai une formation en biologie cellulaire et physiologie. Et j'ai travaillé avec des chercheurs et des médecins pour former des médecins en médecine préventive, notamment sur le stress et le burn-out, ce qui ne m'a pas empêché d'en faire 3. Alors justement, quelle est ton histoire avec le burn-out ? Eh bien, écoute, je les collectionne. J'aime bien maîtriser les sujets à fond, les approfondir, les explorer. Donc, j'en ai fait 3. En fait, j'ai connu le burn-out de façon physiologique. Je connaissais les mécanismes du stress, les mécanismes du burn-out, comment on arrive jusqu'à l'épuisement. Mais ça ne m'a pas empêché d'en faire 3 parce qu'en fait, je n'avais pas du tout de notion qu'on voit plus avec le coaching et la psychologie du travail, de limite, d'estime de soi, de préservation, d'apprendre à dire non. Ce qui fait qu'il a fallu que je les enchaîne pour vraiment comprendre ce qui se jouait dans le burn-out et réussir à ne pas rechuter. Parce que tu travaillais déjà dessus, le stress et le burn-out, avant ton premier. Ouais, attends que je dise pas bêtise, je pense plutôt entre le premier et le deuxième, j'ai dû aller sur ce poste-là. Avant, j'étais sur la médecine esthétique et anti-âge sur le premier. Donc, j'étais déjà dans le médical, mais pas sur le stress et le burn-out. Donc, ton premier, quelque part, t'a aussi envoyé vers ce domaine. Plus ou moins, oui. Et puis surtout, à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup de burn-out. Il y avait un seul ouvrage sur le sujet. Heureusement, je suis tombée dessus. Mais j'ai eu du mal à mettre des mots sur le burn-out. Sur le tout premier, ce n'était pas encore le sujet à la mode qu'il est devenu entre-temps. Ah, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste, un burn-out, et les signes à surveiller ? Alors, le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement physique et psychologique. C'est-à-dire qu'on est à la fois fatigué physiquement et psychologiquement. C'est la conséquence d'un stress chronique. Quand on va trop forcer, qu'on va trop souvent dans un stress chronique ou plein de petits stress répétés, on va réussir éventuellement à décompenser. C'est cette décompensation qui fait le burn-out. Et les signes à surveiller sont au nombre de 3, d'après les chercheurs qui travaillent sur le sujet. C'est l'épuisement physique et psychologique. C'est la perte du sentiment d'accomplissement. Et c'est ce qu'on appelle soit la déshumanisation ou la dépersonnalisation. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur le terme. Du coup, moi, je parle de zombification. En fait, on perd la notion qu'on a un être humain en face de nous et on devient cassant et cynique. Mais c'est une conséquence du trop de stress. Et le burn-out est vraiment la conséquence d'un trop de stress. C'est comme si on avait un immeuble qui brûlait
de l'intérieur, mais dont la façade est intacte. On va être carbonisé par le stress, complètement oxydé par le stress. Ça va jouer sur les défenses immunitaires, ça va les affaiblir. On va avoir des douleurs chroniques, on va tomber plus facilement malade. On va tomber typiquement malade le week-end ou au début des vacances, ça c'est très caractéristique. On va avoir des douleurs chroniques, on va avoir des troubles du sommeil, souvent en premier signe, il y a beaucoup les troubles du sommeil, des troubles digestifs. Donc c'est vraiment, on est en train de cramer de l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait, alors là, je vais même te demander de par ton expérience, que dans cet état-là, on continue, on ne s'arrête pas? Les conditionnements principalement. En fait, c'est le syndrome de la bonne élève pour les filles, c'est les messages contraignants pour tous. Sois fort, sois parfait, fais des efforts, dépêche-toi et fais plaisir, qui sont les 5 drivers aux messages contraignants. On les a tous. Et en fait, quand on a ces conditionnements-là, plus les injonctions de l'entreprise, du management, de la société, on s'autorise pas à s'arrêter. C'est vraiment un problème de s'autoriser à se dire, là, je suis allé trop loin, il faut que j'arrête et je m'autorise à prendre mon arrêt et à poser mon arrêt. Il y a un tiers des arrêts de travail pour burn-out qui sont pas remis, en fait. Ils ont l'arrêt, mais ils osent pas le poser, ils osent pas le donner à leur direction, à leur RH. Donc, il y a un vrai problème de s'autoriser à dire, là, j'ai trop forcé, il faut que je m'arrête, il faut que je ralentisse. C'est énorme, un tiers. Oui. Je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ce chiffre, il m'avait fait halluciner, c'était dans un article. Les chiffres sur le burn-out sont très rares et disparates parce que le burn-out étant un syndrome et pas une maladie vraiment bien définie, on a du mal à trouver des publications sur le sujet qui déterminent vraiment ce qui rentre dedans. D'ailleurs, pour te faire arrêter, c'est épuisement en général. Le burn-out n'est toujours pas considéré. Alors, c'est épuisement. Des fois, moi, j'ai eu un arrêt qui avait burn-out sur le 3e. Oui. Des fois, c'est dépression, alors que burn-out et dépression sont des choses distinctes, mais par rapport à la possibilité de mettre un arrêt qui corresponde à quelque chose pour le côté un petit peu législatif et réglementaire de la chose, oui, souvent, c'est pas écrit burn-out, c'est écrit épuisement, c'est écrit anxiété, c'est écrit dépression. Oui. C'est très rare qu'on ait burn-out écrit sur son arrêt de travail. Alors, quelles sont les causes du burn-out? Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a une cause qui est commune à chaque profil de burn-out, sachant qu'il y a plusieurs burn-out. Il y a le burn-out professionnel, il y a le burn-out parental, il y a le burn-out étudiant, il y a le burn-out du chercheur d'emploi. Il y a plusieurs types de burn-out, mais à chaque fois, on a des attentes qui sont trop élevées par rapport aux ressources. Des attentes en objectifs, des attentes en nombre de projets à mener, en nombre de tâches à gérer, en objectifs à atteindre dans la société. Et après, on n'a pas à côté les ressources en hommes, en finance, en ressources logicielles, etc. Il y a toujours ce décalage entre les attentes et les ressources. Après, c'est aussi un problème sociétal. C'est la conséquence des injonctions à toujours faire plus vite, plus fort. En fait, on ne peut pas performer en permanence. On a besoin de temps de repos. Et le burn-out, c'est la conséquence de cette injonction à ne jamais se reposer. Oui, qui est très importante en ce moment, qu'on a vu le besoin aussi de faire des pauses, d'avoir plus de temps, que les gens auraient découvert d'ailleurs avec le Covid. Oui, complètement. Le Covid a donné un autre rapport au temps, un autre rapport au travail, et ça a mis en place une nouvelle écologie du travail qu'on avait perdue. En ça, c'était très positif. Alors, tu parles aussi beaucoup de la théorie polyvagale. Oui. Déjà, pourquoi polyvagale? En fait, on a découvert qu'il y avait 2 voies sur le nerf vague. On a l'habitude de dire qu'il y a 3 réponses possibles face au stress: la lutte, la fuite et l'inhibition. En fait, il y a une 4e réponse qu'on a découvert récemment, qui est le fait de chercher le lien, de chercher de chercher de l'aide auprès de quelqu'un, en fait. C'est en fait les 2 voies qu'on a d'abord identifiées pour le stress. C'était le sympathique, c'est la voie de l'activation de l'action, c'est l'accélérateur, c'est ce qui permet de mobiliser ses ressources, ses muscles, son attention quand on perçoit une situation comme stressante, ce qui permet de gérer la situation. Et la parasympathique, on disait que c'était la voie du figement et de l'inhibition. Et en fait, sur la voie parasympathique, on a finalement 2 voies. Le parasympathique dorsal ou ancien, la voie vagale, dorsale ou ancien sur le nerf vague, qui est la voie du figement, et la voie ventrale ou nouvelle, qui est la voie du lien à l'autre, de la confiance, de la résilience. Et en fait, on ne perçoit pas la situation comme stressante. On arrive à gérer la situation. C'est la voie qui s'active pour les personnes qui ne sont pas stressées, qui arrivent à gérer. D'accord. Et l'idée, c'est de réussir à comprendre comment elle marche pour soi et réussir à l'activer quand on en a besoin. Ça pourrait éviter aussi de tomber
dans le burn-out. Ça pourrait éviter de tomber dans le burn-out, ça pourrait éviter de s'enfermer dans le stress chronique. C'est la prise de conscience de où on en est par rapport au stress. Est-ce qu'on est dans un état de stress ou pas? Est-ce qu'il s'installe sur la durée ou pas? Est-ce que j'arrive à le gérer ou pas? Et en fait, à partir de là, on peut réajuster et mettre les warnings avant de décompenser, avant de faire un burn-out. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, justement, arrivent à passer dans cette voie-là et à prendre ce recul et d'autres pas? Toujours cette notion d'autorisation à prendre du recul et à regarder la situation sous un nouvel angle. C'est le fait de prendre conscience de est-ce qu'on est ou pas dans une situation de stress et est-ce qu'on peut ou pas gérer, et à partir de là, quelles ressources on peut mettre en place. C'est avoir la conscience de ces ressources, la conscience de la situation et la conscience de comment on peut ajuster l'un par rapport à l'autre. Il faudrait vraiment prendre en compte les warnings du burn-out et que les gens en aient bien conscience pour que ça fasse un peu des déclencheurs de attention. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je prenne du recul. C'est ça. Il y a un petit moyen mémotechnique qui est le fait de faire des stops réguliers. Stop, c'est se taire et observer patiemment. C'est un acronyme. C'est en fait prendre conscience de où j'en suis par rapport au stress. Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à la situation? Quel levier d'action et d'influence j'ai sur la situation pour savoir quelle action je peux poser? On passe beaucoup de temps à stresser sur des situations sur lesquelles on n'a pas la main. Là, on est typiquement dans le domaine du lâcher-prise. Ça sert à rien de se prendre la tête sur une situation où on n'a aucun levier d'action. Par contre, si on a des leviers d'action, on va poser une action et après, on va lâcher prise sur le résultat parce qu'il ne nous appartient pas le plus souvent. Il y a toute une notion de lâcher-prise. C'est un peu une maladie de notre civilisation, puisque c'est justement pour éviter le burn-out, c'est s'arrêter, c'est prendre du recul et on n'arrête pas de courir. Complètement, de la même façon qu'on a les maladies cardiovasculaires qui prolifèrent en conséquence de notre mauvaise alimentation. Je pense que le burn-out est une maladie qui prolifère par rapport à en conséquence à notre rapport au travail qui est malsain, qui est beaucoup trop dans le surinvestissement. On a l'habitude de dire que le burn-out est un trouble de l'adaptation, d'après la définition d'Ancelier du stress et du burn-out. Mais en fait, c'est plus un problème de suradaptation et un symptôme de suradaptation. Si on continue à trop forcer et à répondre aux attentes en dépit de nos besoins physiologiques, forcément, on va s'épuiser. Donc, est-ce que tu dirais que le burn-out est une cause ou une conséquence d'un monde du travail en mutation? J'adore cette question parce que quand j'ai découvert ton podcast, je me suis fait cette réflexion-là. C'est le burn-out, c'est une épidémie parce que le monde du travail est dans le trop de tout, de trop d'efforts, de trop d'accélération, de trop d'objectifs atteignables, de trop d'injonctions contradictoires. Du coup, on va collectionner les burn-out, mais le fait qu'on collectionne les burn-out et que les personnes qui ont fait des burn-out commencent progressivement à revenir sur le monde du travail, ça implique et ça oblige à faire une évolution du travail vers quelque chose de plus lent, de plus posé, de plus écologique. Parce que sinon, les gens vont rechuter. Donc, en fait, il y a des personnes qui font des burn-out, qui parfois en font plusieurs, et qui forcément sont obligées de revoir leur relation au travail pour ne pas rechuter. Et ça va faire l'évolution du monde du travail vers quelque chose de plus lent, de plus posé, qui fait plus sens aussi et qui soit vraiment plus écologique par rapport aux travailleurs. Oui, donc justement, les profils à risque, tu en avais parlé, il y en a peut-être d'autres. Il y a les profils surinvestis, dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a, il y a d'autres types de profils? Toutes les personnes qui ont des problèmes avec les limites, toutes les personnes qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas alerter quand les objectifs sont inatteignables. On a aussi des cas très particuliers de situations de harcèlement où là, il n'y a pas vraiment autre chose à faire que fuir la situation, parce que quand on est face à une personne toxique, il n'y a pas vraiment de levier d'action. Mais c'est surtout les personnes surinvesties et c'est surtout les personnes qui n'arrivent pas à alerter et à arrêter à temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour réduire ce burn-out? Alors, autant au niveau personnel, tu en as déjà parlé, mais au niveau de l'entreprise. Il y a vraiment une notion de sensibilisation déjà pour décoder et reconnaître le burn-out à temps. Parce que la plupart des entreprises ne savent pas vraiment ce qu'est le burn-out, comment il se met en place et comment on le détecte. Et c'est souvent les proches ou les collègues qui vont être les principaux indicateurs qu'on va vers le burn-out, parce que la personne qui fait un burn-out, surtout un premier burn-out, elle est dans le déni. Elle se sent pas concernée, elle se sent trop importante, indispensable, elle s'autorise pas à s'arrêter et du coup, elle ne s'autorise même pas à voir les signes du burn-out qui arrivent et ça, c'est un vrai problème sur un premier burn-out. Sur un deuxième ou un troisième, c'est pas pareil parce qu'on en a déjà fait, donc on reconnaît. Il peut y avoir du déni, mais
il est conscient, entre guillemets, il est volontaire. Oui. Tandis que sur un premier, on ne se sent pas concerné. Donc déjà, sensibiliser à ce qu'est le burn-out, comment on le détecte, sensibiliser à l'importance d'avoir des ressources suffisantes par rapport aux attentes au niveau du travail, laisser un espace d'expression pour les salariés pour dire quand ça ne va pas, pour exprimer quand on se sent dépassé par le poste et savoir ce qu'on peut mettre en place pour ralentir, pour alléger la charge de travail. Et au niveau individuel, c'est avoir des temps de pause sur la journée, le soir, le week-end, faire une transition entre le pro et le perso le soir, ne pas être toujours sur les messageries. Ça, c'est un problème qu'on a vu avec le confinement et le télétravail, c'est ne pas être disponible tout le temps parce que sinon, on a toujours le cerveau activé en mode travail et en fait, on a besoin de déconnecter du mode travail de temps en temps. C'est prendre son temps au réveil, ne pas se mettre tout de suite dans le travail au moment où on se lève parce que sinon, on se met tout de suite dans le sympathique. Faire des pauses la journée et le soir, déconnecter principalement si on devait retenir 3 actions au niveau individuel. Oui, faire des pauses la journée, c'est-à-dire donc déconnecter le soir et le matin prendre son temps. Déconnecter le soir et le matin prendre son temps, ne pas foncer tout de suite vers, par exemple, regarder les actus sur le téléphone ou écouter les news ou regarder les notifications des réseaux sociaux. Ça participe à remettre dans un état d'hypervigilance. Et l'idée, c'est d'avoir des moments où on est plus sur le soi, l'être plutôt que le faire, pour pouvoir vraiment avoir des temps de ressourcement, des temps de vagal ventral, des temps où on n'est pas dans l'action et dans la suradaptation. Des temps d'arrêt, hein, on disait tout à l'heure, des temps de pause, d'arrêt. Ouais. S'autoriser à avoir des temps de rien, ce qui n'est pas forcément facile pour les personnes qui ont un profil qui font des burn-out. D'autant plus, oui. Donc, au niveau de l'entreprise, tu as parlé effectivement de sensibiliser. Qu'est-ce qui se fait actuellement ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se font ? Est-ce qu'il faut en faire plus ? Comment on pourrait en faire plus ? Difficile à dire parce que je ne peux pas être dans toutes les entreprises pour voir ce qui se met en place. Moi, là où j'interviens, on fait des ateliers où j'explique ce qu'est le burn-out. C'est assez rare d'être sollicité sur le burn-out en toute transparence par les entreprises. C'est un sujet qui est encore un petit peu tabou. Je suis plus souvent sollicitée sur la surcharge mentale que sur le burn-out. Mais c'est pas grave parce que même quand j'interviens sur la surcharge mentale, je parle du burn-out parce que la surcharge mentale peut conduire au burn-out. Mais c'est, oui, faire connaître ce qu'est le burn-out à travers des fiches, des interventions, des articles qui peuvent circuler, des opérations de sensibilisation. Il y en a beaucoup sur la semaine de la qualité de vie au travail, où là, par contre, j'arrive à avoir des interventions sur le burn-out. Ça va être laisser des espaces de pause, donner l'exemple parce que c'est un peu comme au Japon, en fait, où il y a les managers qui sont toujours surinvestis et les employés en dessous qui ne s'autorisent pas à prendre des pauses si le manager n'en prend pas. On a le même phénomène un peu moindre, mais qui est quand même dans la même veine en France, à savoir où le manager doit montrer qu'il prend des pauses, doit montrer qu'il déconnecte, ne pas envoyer des messages à 22 heures. Il y a vraiment une notion d'exemplarité. Et finalement, cette exemplarité, elle est aussi donnée par les personnes qui ont fait un burn-out et qui reviennent sur le lieu du travail. Parce qu'elles sont obligées de mettre en place des choses pour ne pas rechuter. Et finalement, c'est des personnes qui, un peu comme les canaris dans les mines, vont donner l'alerte parce qu'ils vont signaler qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans l'entreprise, mais vont aussi montrer la voie vers quelque chose de plus écologique quand elles vont revenir de leur burn-out. Il serait important aussi, j'entends, de sensibiliser les managers. Oui, vraiment. Il faut que ce soit fait à tous les niveaux, mais il faut vraiment que les managers soient sensibilisés pour détecter chez leurs collaborateurs et mettre en place des outils et des routines pour ne pas chuter, parce qu'il y a beaucoup de burn-out au niveau des managers. Il y en a à tous les niveaux en réalité, mais il faut que les managers aient ce rôle d'observateur, de lanceur d'alerte et d'exemplarité. Et le rôle d'exemplarité, je trouve, est très intéressant parce que là, on va au-delà du burn-out. On modifie un peu ce que nous dit de faire le burn-out, c'est-à-dire c'est une alerte pour moi de s'arrêter justement, de peut-être faire différemment, de ne pas être dans une course permanente. Donc, si on veut entendre en tout cas ce que nous dit cette augmentation des burn-out qu'on a depuis plusieurs années, même si on avait d'autres mots avant, on les repérait peut-être moins, il n'empêche que c'est là et c'est très présent. Oui. Elle nous dit effectivement qu'il y a quelque chose à changer dans la manière de faire dans l'entreprise, dans le travail, de manière générale. Complètement, c'est vraiment une invitation à revoir le rapport au travail, à revoir le rythme pro-perso,
à revoir le niveau d'investissement et d'adaptation qu'on met par rapport au travail. C'est une invitation à changer la place qu'on donne au travail, en fait. Si on va jusqu'au burn-out, c'est qu'on a donné trop d'importance et trop de place au travail au détriment de sa santé personnelle. Et le problème, il est là. Il faut vraiment ramener le travail à sa juste place, à savoir un moyen de contribuer, un moyen de trouver, avoir un salaire pour subvenir à sa vie, ses besoins, ses charges au quotidien. Mais c'est pas plus que ça. D'ailleurs, il faut faire très attention sur les métiers vocation à forte valeur ajoutée, parce qu'en fait, les personnes sont d'autant plus surinvesties dans un métier qui fait sens. Ils ont d'autant plus de mal à s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a énormément de burn-out chez les médecins et les soignants, parce qu'ils sont dans un métier vocation, un métier qui fait sens. Le système même de l'hôpital joue là-dessus pour les forcer à forcer un petit peu se surinvestir. Et en fait, ils s'autorisent pas à ralentir, à s'arrêter. C'est un vrai problème. Parce que quand le système de soins est malade, c'est tout le monde qui est impacté. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi une quête de sens à l'heure actuelle, une demande de plus de sens. Oui. Et effectivement, des personnes qui peuvent demander ce sens et avoir déjà une tendance à se surinvestir dans leur travail, c'est effectivement quelque chose à vraiment prendre en compte et à faire attention. Si elles vont vers une activité qui vont avoir encore plus de sens, on va dire vraiment du sens par rapport à la précédente et qu'elles étaient déjà surinvesties, là, elles risquent de tomber très vite. Complètement. Il y a vraiment ça, il y a vraiment ce côté, parfois il y a des reconversions après un burn-out et c'est bien normal. Mais attention quand on va vers des métiers vocation à bien mettre en place les limites d'équilibre au perso parce qu'on n'a pas su les mettre avant, donc il n'y a pas de raison, si on travaille pas dessus, qu'on réussisse à les mettre sur le nouveau projet, en fait. On parle justement des risques de rechute. Qu'est-ce que tu as comme autre risque? Ça, c'est un risque quelque part de rechute. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce qui fait que l'on rechute? Si on va rechuter, si on n'a pas pris le temps de relire le burn-out, de comprendre le pourquoi il a eu lieu, quels ont été les leviers déclencheurs par rapport au travail, au poste, à l'environnement, au management, aux collègues, à notre rapport au travail, à notre rapport aux limites et au fait de dire non. Si on n'a pas compris comment s'était produit le premier burn-out, il y a de fortes chances que si on retourne sur un poste similaire ou sur le même poste, rebelote en fait. Ça, il y a la même chose qui se produise. Il y a vraiment un travail de relecture pour comprendre pourquoi on a fait un burn-out et ensuite, à partir de ça, déterminer ce qu'on va mettre en place pour ne pas rechuter, pour ne pas en refaire un. J'ai pas de chiffres sur la rechute parce que j'en vois des traits différents, donc pour le coup, je préfère ne pas me mouiller. Mais le fait est que si on n'a pas fait de travail sur son premier burn-out, les rechutes sont un risque. Et les rechutes de burn-out, limite, c'est bien parce qu'un burn-out, on s'en sort, on peut récupérer, mais ça peut être une autre forme de somatisation, comme un AVC, comme un cancer, comme un accident. Enfin, ça peut être d'autres somatisations plus dramatiques que le burn-out. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire pour comprendre pourquoi on allait jusqu'au burn-out pour ne pas rechuter. Dans ton expérience personnelle, est-ce que tu veux bien nous parler de qu'est-ce que tu as appris à chacune de tes rechutes, puisque du coup, tu en as fait 2 après l'initiale? Pour le coup, j'ai vraiment pas appris grand-chose sur la deuxième rechute dans la mesure où finalement, c'était le même mécanisme et je bossais dessus. Du coup, je l'ai vraiment vu venir. J'ai fait de la biologie très poussée, des analyses biologiques très poussées pour voir à quel point mon organisme était oxydé et attaqué par le cortisol et par les hormones du stress. Donc, en fait, c'était très documenté. Mais c'est un peu traître quand on est dans le domaine. On sait qu'en prenant les bons compléments alimentaires, les bonnes vitamines, les bons précurseurs de neurotransmetteurs, on peut faire en sorte de ne pas chuter ou de chuter le plus tard possible. Donc, j'ai beaucoup joué à ça. J'ai beaucoup joué à l'apprenti sorcier pour ne pas chuter. Ça a pas suffi parce qu'à un moment, j'avais vraiment 3 postes. Du coup, c'était trop. J'arrivais pas à tenir. Donc, j'ai fini par décompenser, mais j'ai décompensé relativement rapidement et j'étais décompensé de façon assez courte. J'ai pu reprendre assez rapidement. En fait, parce que je savais comment fonctionnait le burn-out et je savais quel levier je pouvais actionner pour récupérer le plus vite possible. Mais c'est assez malsain de faire ça. Souvent, quand on va consulter pour un burn-out, on y va dans le but de reprendre le plus vite possible, alors qu'en fait, on a besoin de faire une pause. Et sur le 3e burn-out, je me suis vraiment accordé cette pause-là. J'ai décompensé vraiment très rapidement parce que là, j'avais 4 postes, donc ça allait très, très vite. J'arrivais pas à suivre, c'était pas possible physiquement, physiologiquement, ça marchait pas. Et en fait, juste après mon 3e burn-out, j'ai découvert l'entrepreneuriat et j'ai découvert le coaching. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait cette notion d'estime de soi,
de limites, de lâcher prise, d'apprendre à dire non, qui étaient vraiment clés dans le burn-out, mais c'est des clés que j'avais pas du tout en tant que scientifique. C'est pas quelque chose dont on parle quand on fait la physiologie du burn-out. Il y a vraiment comprendre la physiologie et comprendre la psychologie du burn-out pour vraiment comprendre comment on y allait et ne pas refuter. Les deux sont vraiment interdépendants. Si on n'en prend qu'un des deux, ça va pas suffire. Quand on va chez son médecin juste pour avoir des compléments et des vitamines pour pouvoir reprendre rapidement, ça suffit pas. Il faut aussi comprendre pourquoi on est allé jusqu'au burn-out, le fameux travail de relecture dont je parlais juste avant. Donc, il y a vraiment un double message, j'ai envie de dire, dans le burn-out. C'est déjà travailler sur soi, apprendre à mieux se connaître. Complètement. Et en même temps, qu'il y a quelque chose, une manière de travailler différente. Et une écologie du travail. Une écologie du travail, oui. Alors, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, tu as écrit un livre sur le sujet. J'ai écrit un livre sur le stress et le burn-out et la théorie polyvagale qui s'appelle Le Power du jeu. C'est des clés d'écologie personnelle pour vraiment maîtriser son énergie. C'est ce qu'on appelle la neurobiologie ou théorie polyvagale. C'est comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi pour vraiment détecter son niveau de stress à temps et apprendre à jouer avec ces états de la théorie polyvagale, ce dont je parlais tout à l'heure, le sympathique, le vagal dorsal ou ancien et le vagal ventral ou nouveau, pour pouvoir avoir le bon état au bon moment et donc éviter de trop stresser et de s'épuiser. C'est vraiment un traité d'écologie personnelle qui parle de la théorie polyvagale pour comprendre quand on est dans trop de stress, pour comprendre comment le trop de stress peut conduire jusqu'au burn-out et comment on peut se préserver en apprenant tout simplement à s'écouter en fait. Oui, donc un très bon livre pour les personnes qui sentent qu'elles sont peut-être pas loin du burn-out ou qui ont des gens autour d'elles qui risquent de chuter. Et encore plus pour celles qui ont déjà fait un burn-out et qui n'ont pas travaillé sur leur burn-out parce qu'il y a vraiment cette notion de relecture aussi dedans. Complètement. Alors, je mettrai le lien de toute façon dans la présentation de l'épisode. Où peut-on te retrouver ? Sur effervescience.fr et sinon, je suis sur tous les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Je suis pas sur tous les réseaux, je suis juste sur ces trois-là, en fait, LinkedIn, Instagram, Facebook. Je mettrai de toute façon les liens également. As-tu un dernier mot justement sur, alors peut-être plus vaste, sur l'évolution des manières de travailler et de vivre le travail en lien avec ce burn-out ? Vraiment prendre soin de soi, s'autoriser à ralentir, s'autoriser à s'arrêter, s'autoriser à s'écouter quand on sent qu'on va pas bien, qu'on est en train de s'épuiser. Il y a une image que j'aime beaucoup sur le burn-out, c'est celle de Tetris. Quand on joue à Tetris, à la fin, plus on abîme, plus les blocs vont tomber rapidement et on va se sentir dépassé. Quand on a cette impression par rapport au travail qu'on se sent dépassé, que tout va trop vite, c'est là que ça devient urgent de consulter et de ralentir parce que c'est là qu'on est le plus proche du burn-out. C'est vraiment apprendre à détecter ces moments où on se sent dépassé, où tout semble trop accéléré parce que c'est là où il est urgent de ralentir. Bien, merci Sandra pour ce partage qui était vraiment, je trouvais, très clair et précis sur un sujet qui est d'une grande importance à l'heure actuelle et qui est le signe d'un changement nécessaire dans nos manières de travailler, d'aborder le travail et qui demande aussi de mieux se connaître, qui revient beaucoup dans ce podcast, dans les échanges. C'est vraiment, il y a un besoin que chacun aussi apprenne à mieux se connaître. Avec grand plaisir. Il y a une définition générale du burn-out, mais en fait, chaque burn-out est individuel. Et en fait, les personnes qui ont déjà fait un burn-out, les signaux et les somatisations qu'ils ont eu sur le premier burn-out, ce sera leur signaux d'alerte si jamais ils devaient en refaire un. Donc, il y a vraiment cette notion aussi de s'observer dans comment on somatise, comment on va verbaliser et somatiser le trop de stress, parce que c'est ces signaux-là qu'il faudra surveiller pour éviter de rechuter. Eh bien, merci encore et au revoir Sandra. Au revoir, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneetincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneetincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneetincelle.fr. À bientôt.